Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant la série Test and Tips, c'est l'épisode 2. Déjà, j'espère que cette série vous plaît, vous plaira toujours. Merci tout d'abord, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Alors on est parti, trêve de bavardage, donc l'épisode 2, je vous l'ai dit, le concept, je vous le rappelle au cas où vous arriviez en cours de chemin. Ça consiste en des questions sur différents sujets. Donc c'est des propositions de QCM en fait, hein. Et vous avez la question avec les propositions de réponse, vous faites pause si vous voulez pas avoir la réponse tout de suite. Moi je continuerai d'avancer et puis vous avez une explication ou alors des références à aller voir sur d'autres vidéos si j'ai déjà fait un topo là-dessus. Alors on est parti. La première question, alors quelles sont les propositions? Assertion vraie. La A, un phlegmon appendiculaire se traite par chirurgie. La B, le signe de Turner peut se rencontrer dans les appendicites. La C, un polytraumatisé en choc sans douleur du bassin peut avoir une fracture du bassin. La D, le bilan biologique d'une douleur abdominale doit comporter la calcémie. Et la proposition E, la classification de Thiel classifie les fractures du bassin. Je vous laisse faire pause et moi j'avance. Alors les bonnes réponses c'était le polytraumatisé en choc, même s'il n'y a pas de douleur du bassin, peut avoir une fracture du bassin. On verra l'explication juste après. Le bilan biologique d'une douleur abdominale doit comporter la calcémie effectivement, et la classification de Thiel, c'est bien utilisé pour les fractures du bassin. Le phlegmon appendiculaire se traite par antibiothérapie. Si mauvaise évolution, effectivement, chirurgie, mais le phlegmon, c'est un traitement antibiotique. Le signe de Turner, c'est pas dans les appendicites, c'est dans les infections rétropéritonéales et aussi dans la pancréatite. Explication avec le schéma et la photographie, donc le signe de Turner en bas à droite. Pour vous en rappeler, le Turner, c'est cet hématome qui terne autour du patient. Pour les classifications de traumatisés pelviens, je vous réfère à la RFE, la vidéo que j'ai faite sur les traumatisés pelviens. Donc la classification de Thiel en trois groupes pour le risque, en fait, pour la stratification du risque hémorragique. Pour vous en rappeler, ce petit reptile qui est posé sur une chaise rouge, parce que c'est les instabilités du bassin. Et pour les douleurs abdominales, le petit schéma en bas, alors vous avez le côlon qui est irrité parce qu'il y a le côlon, diverticule, etc. Les atteintes diverses et variées du côlon, avec des crocs pour vous rappeler qu'il y a la maladie de Crohn. Il y a l'ovaire, puisqu'en fait, l'ovaire et l'utérus, pour vous rappeler que les pathologies annexielles et gynéco-obstétricales sont une priorité à éliminer chez la femme. Il peut y avoir des ruptures de follicules, schématisées avec l'ovaire, des petites gouttes jaunes pour les infections urinaires, l'utérus, donc tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui peut se référer à l'utérus, chez la femme évidemment. Un saignement pour vous dire qu'il peut y avoir des causes hémorragiques aussi, des petits vaisseaux au niveau des pieds de Mickey. C'est pour vous rappeler les pathologies artérielles et veineuses qu'il ne faudra pas méconnaître, donc tout ce qui est dissection, thrombose, de n'importe quelle artère qui est située dans l'abdomen. Le Mickey, c'est pour les mycobactéries, puisqu'en fait, la maladie de la tuberculose est rarement, mais peut-être, un diagnostic différentiel d'une appendicite. Vous avez un rein au-dessus de Mickey pour les maladies néphrologiques, infections et calculs, donc colique néphrétique. L'autre ovaire qui n'est pas jaune, qui est vert, en forme de virus. Et enfin, la pince du Mickey qui se cache, c'est pour les maladies néoplasiques. On continue. Quelles sont les assertions ou propositions vraies? A. Le meilleur signe clinique pour le diagnostic de traumatisé abdominal est le signe de la ceinture. La B. Une échographie, une EFAST négative élimine un épanchement intra-abdominal. La C. Une épigastralgie doit faire réaliser un ECG. D. L'utilisation de charbon actif est possible en cas d'ingestion de corrosifs. Et la E, l'ingestion de piles-boutons est sans conséquence. Alors piles-boutons, c'est les petites piles qu'on peut mettre
c'est tout fin, hein, c'est pour ça que ça s'appelle pile bouton, c'est parce que ça ressemble à un bouton de chemise bref, vous voyez ce que c'est. Alors, est-ce que c'est sans conséquence l'ingestion? Je vous laisse faire pause pour réfléchir et puis je vous donne les réponses là. Alors, les bonnes réponses, c'était la A et la C, c'est-à-dire que le meilleur signe clinique pour le diagnostic de traumatisme abdominal, c'est le signe de la ceinture. Voyez aussi le topo sur les traumatisés abdominaux, ça a fait le lit d'une RFE. Donc pour calculer le meilleur signe clinique, enfin le meilleur façon de parler, on calcule le rapport de vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité qu'on le trouve par rapport au nombre de cas réels trouvés. Hein. Eh bien, ça a un rapport de vraisemblance, le signe de la ceinture, c'est-à-dire le signe qui passe l'hématome au niveau de la ceinture de sécurité. Rapport de vraisemblance à 5. Et une défense abdominale avec les autres signes hein, de douleur, d'augmentation du périmètre abdominal. Bref, tout ça, c'est un rapport de vraisemblance allez, aux alentours de 3,5, 4, mais le rapport de vraisemblance le plus haut, c'est le signe de la ceinture. Une échographie, une fast écho, peut être négative si un épanchement jusqu'à 500 cc. Donc une écho fast négative n'élimine rien un épanchement intra-abdominal. Effectivement, une épigastralgie doit faire réaliser un ECG, donc les infarctus inférieurs peuvent se démasquer ainsi et se présenter par une douleur épigastrique. L'utilisation de charbon actif n'est absolument pas efficace avec l'utilisation contre l'ingestion de corrosifs et c'est surtout à ne pas faire. Et enfin, les piles-boutons, c'est très grave, donc attention chez les enfants puisqu'il y a un risque d'hémorragie, de fistule, œsogastrique, aortique, des risques de perforation, de péritonite, et il y a des risques de fistule jusqu'à 3 semaines. Donc la pile bouton, c'est attention. Nouvelle proposition, donc quelles sont les assertions? Proposition vraie. La A, l'insuffisance hépatique aiguë sévère, est définie avec un TP inférieur à 50%. Le bilan d'une insuffisance hépatique sévère, insuffisance hépatique aiguë sévère, hein, comprend la sérologie de l'hépatite C. Les angiomes stellaires sont un signe d'hypertension portale, proposition C. La proposition D, l'intoxication au paracétamol est symptomatique immédiatement. Proposition E, une hépatite liée à une intoxication au fer peut se traiter par déferoxamine. Je vous laisse faire pause et je continue. Les propositions exactes, c'était bien la définition de l'hépatite aiguë sévère. Pour le bilan de l'insuffisance hépatique aiguë sévère, ça ne comprend pas la sérologie de l'hépatite C. Les angiomes stellaires, ce n'est pas un signe d'hypertension portale, mais d'insuffisance hépatocellulaire. Les signes d'hypertension portale, c'est les varices, par exemple. L'intoxication au paracétamol, c'est pas symptomatique immédiatement. C'est symptomatique environ vers la 15e heure, même si la paracétamolémie doit se faire à H4 de la prise déclarée. Si c'est une prise dont l'heure n'est pas vérifiée ou vérifiable, on fait la paracétamolémie immédiatement. Et enfin, effectivement, une hépatite qui est liée à l'intoxication par le fer, ça peut se traiter par déferoxamine. Alors, si c'est une insuffisance hépatocellulaire sévère ou une hépatite fulminante, là, ça ne marchera pas suffisamment le déferoxamine. Donc, petite diapositive issue de cette RFE, de l'ASFAR, concernant l'insuffisance hépatique aiguë sévère. Le bilan étiologique doit comprendre, comme vous le voyez à gauche de la diapositive, un bilan sanguin qui comprend la paracétamolémie, les sérologies de l'hépatite A, donc IgM anti-VHA, et pour l'hépatite B, donc l'antigène HBS et IgM HBC. Il y a aussi la recherche urinaire de toxiques, amphétamine, cocaïne. Il y a une échographie hépatique avec Doppler, des vaisseaux sus et sous-hépatiques. Et pour voir aussi la repermélisation de la veine ombilicale, par exemple. Et une échographie cardiaque, c'est plus rare, mais une origine ischémique peut tout à fait expliquer l'insuffisance
hépatique aiguë. Je vous laisse lire le reste, mais en gros, ça explique le traitement. Donc, la N-acétylcystéine à utiliser assez rapidement. Et puis, attention aux signes de gravité que sont l'encéphalopathie, la défaillance hémodynamique et la défaillance rénale. On continue avec les questions. Donc, concernant l'hépatite alcoolique aiguë, proposition A, le diagnostic est surtout clinico-biologique. B, il faut attendre une abstinence de 6 mois avant une transplantation. C, les corticoïdes sont efficaces dans tous les cas. D, le score biologique de Lille est à réaliser à J7 du traitement. E, la fièvre est obligatoire pour le diagnostic. Je vous laisse faire pause et je vous donne les réponses. Concernant les réponses, il n'y avait que la D, le diagnostic, on verra, il n'est pas clinique, il est ni biologique, ça se fait sur la biopsie. Attendre une abstinence de 6 mois avant la transplantation, sachant que en cas de mauvaise réponse au traitement, l'espérance de vie est de moins de 6 mois, donc pas grand intérêt à attendre 6 mois. Les corticoïdes ne sont pas efficaces dans tous les cas, et on utilise pour ça certains scores, on va le voir après, et la fièvre n'est pas obligatoire, elle n'est pas si fréquente que ça en fait. Alors le petit point sur l'hépatite alcoolique aiguë, vous avez un petit schéma en bas, je vous l'expliquerai, et une image de biopsie, parce qu'en fait le diagnostic c'est sur une biopsie hépatique transjugulaire. Il peut y avoir, en tout cas il y a à la description un infiltrat de polynucléaire, des corps de Mallory, et donc les corps de Mallory vous les voyez en violet foncé au niveau de la biopsie, et puis les grands trucs blancs là, les boules, c'est la ballonisation en fait. Concernant la clinique, il y a 20% de patients asymptomatiques. 20%, pardon. Donc c'est tout de même énorme. La présentation, c'est l'ictère, plutôt d'apparition brutale, avec une hépatalgie, éventuellement des signes de décompensation de cirrhose. Il peut y avoir de la fièvre. Et au bilan biologique, on a une cytolyse qui prédomine sur les azates et non sur les alates. Attention. Qui est relativement modérée. En revanche, l'atteinte du TP, de l'INR et la baisse de l'albumine sont proportionnelles à l'atteinte. Il y a aussi une majoration de la bilirubine, d'où l'ictère d'ailleurs. Et on a d'autres signes indirects comme la macrocytose et l'augmentation des gamma-GD. L'objectif, puisqu'en fait la présentation, vous le comprendrez, ça ressemble à plein de pathologies en fait. Parce qu'il peut y avoir de l'ictère, juste une hépatalgie, donc ça peut ressembler à une pancréatite, une hépatite aiguë avec d'autres diagnostics. En fait, il faudra surtout penser à l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une prise d'alcool ou pas? D'où l'intérêt de doser l'alcoolémie et de poser la question et d'autres marqueurs éventuellement. Alors comment on fait en fait pour le score pronostic? Eh bien, on utilise un score initial, qui est le score de Madré. On utilise le TP et la bilirubine pour effectuer le calcul. Si c'est supérieur à 32, on utilise des corticoïdes 40 mg jour, et à J7 on réévalue avec le score de Lille, et s'il y a une bonne réponse, on poursuit 28 jours, sinon c'est pas bon, on discute d'autres thérapeutiques. Comment vous en souvenir de tous ces noms, de toutes ces valeurs? Et bien regardez le schéma. Je vais vous faire une histoire, c'est l'histoire d'un joueur de foot qui s'appelle Mallory, qui joue avec son ballon. Et Mallory, il adore prendre des vacances à Madrid. Tout le monde le sait, Madrid, il y a une bonne équipe de foot, il paraît. Je vais éviter de créer des discords dans les commentaires. Donc à Madrid, il y a une bonne équipe de foot où il y a Mallory. Mallory, il aime beaucoup l'alcool et il aime pas trop la chaleur. Mais à Madrid, il fait chaud, vous le savez, il fait 32 degrés. Il fait 32 degrés, du coup, ça fait 7 jours que Mallory, il est en train de boire euh, au chaud, et donc il en a marre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'avion pour aller à Lille, et c'est une compagnie aérienne qui s'appelle Cortico. Alors dans tout ça, pourquoi cette histoire qui ne ressemble à rien? Vous en souviendrez qu'il y a une ballonisation dans l'hépatite alcoolique aiguë avec des corps de Mallory, et le score de Madrid est utilisé initialement, donc Madrid pour Madrid. Le score, quand il est supérieur à 32, on utilise les corticothérapies, donc on utilise l'avion cortico pour rappeler de la corticothérapie, et on réévalue tout ça à J7 avec le score de Lille, d'où la destination à Lille. Une nouvelle question concernant l'intoxication à l'éthylène glycol. Alors, proposition A, l'éthylène glycol donne plutôt une pancréatite. B, les signes d'intoxication apparaissent en 30 minutes.
C, on peut utiliser le charbon activé pour limiter sa gravité. D, il est très toxique en lui-même, mais pas ses métabolites. Et E, au bilan biologique, on décrit une acidose à 3 ioniques et à 3 osmolaires augmentée. Je vous laisse faire pause. C'est parti pour les réponses. Alors l'éthylène glycol donne, ça n'a pas trop tendance à donner de pancréatite, c'est plutôt le méthanol. Alors c'est un autre, c'est une autre molécule toxique, mais ça ne donne pas de pancréatite l'éthylène glycol. Les signes d'intoxication, ça apparaît pas aussi rapidement. C'est un peu plus lent, c'est plus en heures. Ensuite, le charbon activé, il a aucune efficacité. Et il n'est pas toxique en lui-même. Il a un fort pouvoir osmolaire, d'où le trou osmolaire augmenté, mais c'est ses métabolites qui sont toxiques. On va le voir. Cette diapositive, vous l'avez sûrement déjà vue dans la RFE, acidose métabolique. Alors rapidement, pour vous en souvenir, j'ai dessiné un Mickey avec les oreilles pour vous rappeler des deux métabolites que sont l'acide glycolique et l'acide oxalique. La demi-vie sous dialyse, c'est 3 heures. Qu'est-ce que ça donne comme symptômes? Eh bien, vous voyez schématisé une atteinte au niveau des reins, parce que l'acide oxalique précipite dans les tubules rénaux, ça donne une insuffisance rénale aiguë, ça donne une hypocalcémie schématisée avec le verre de lait dans la main gauche de Mickey, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lait, donc il y a une hypocalcémie. La demi-vie sous dialyse, je vous l'ai dit, 3 heures, avec la main qui fait 3 pour Mickey, sinon c'est 9 heures, sans les symptômes. Les symptômes qui apparaissent donc entre 4 et 12 heures, on retient une ébriété, c'est comme l'alcool en fait, hein, une dépression du système neurologique, pardon, une dépression neurologique, donc Mickey fait n'importe quoi. Vous voyez qu'il a des tremblements, il y a aussi des myosites avec le muscle, le biceps droit de Mickey. Je vous l'ai dit, une atteinte rénale avec une polyurie qui est osmotique, puis une oligoanurie en lien avec l'insuffisance rénale. Et tardivement, il y a un signe qui est important à ne pas méconnaître, c'est l'ophtalmoplégie. Donc comme la glu, vous voyez, il regarde son verre de lait, le regard est fixé, il y a un œdème papillaire, on peut aller jusqu'au coma pour l'atteinte neurologique, et le stade ultime, c'est un OAP avec un choc et l'insuffisance rénale aiguë, d'où le cœur et les poumons. Le traitement, c'est fomépizole, et vous avez tout récapitulé dans la vidéo avec la RFE acidose métabolique. Nouvelle question, une polyurie chez un cérébro-lésé peut être due à plusieurs propositions, soit une hypoglycémie, ou l'utilisation de mannitol, ou un diabète insipide central secondaire, ou une mort cérébrale, ou une insuffisance cardiaque. Je vous laisse faire pause et j'avance pour vous donner les réponses. Donc les bonnes réponses étaient l'utilisation de mannitol, un diabète insipide central secondaire. Donc si c'est central, c'est pas néphrogénique. Et comment ça fonctionne? Eh bien en fait, normalement, il y a une libération d'ADH au niveau de la partie postérieure de l'hypophyse, où il faut juste en fait 10% de neurones fonctionnels pour la libération d'ADH, donc pas besoin de grand chose. Et puis à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à retenir, comme son nom l'indique, c'est une hormone antidiurétique, donc ça retient les urines. Mais quand il n'y a plus de neurones fonctionnels, eh bien, il n'y aura plus d'ADH. La polyurie, ça peut se voir aussi en cas de mort cérébrale. Et donc, comme je vous le disais, quand il n'y a plus de neurones fonctionnels, il n'y a donc plus de libération d'ADH, et donc il n'y a plus d'urine retenue. Et l'insuffisance cardiaque, c'est un piège, il n'y a pas de rapport. Nouvelle question concernant l'insuffisance rénale aiguë. A, le risque principal est l'hypercalémie. B, il y a toujours une oligoanurie. C, la cause obstructive est la principale, c'est la plus fréquente. D, le risque principal est l'hyperphosphatémie. E, le risque principal est l'hypernatrémie. Je vous laisse faire pause et on continue. En fait, le risque principal, en tout cas parmi ces propositions, c'était l'hypercalémie, puisqu'il y en a 3 qui vont nécessiter une dialyse en urgence en cas d'insuffisance rénale. C'est l'hypercalémie, l'œdème aigu pulmonaire et l'acidose métabolique sévère avec un pH inférieur à 7,3. Elle n'est pas toujours oligoanurique,
Il peut y avoir des causes avec d'ivresse et même une forte polyurie, en cas de nécrose tubulaire aiguë par exemple, puisque les tubules sont morts, puisqu'ils sont nécrosés, ils ne fonctionnent plus, et leur but c'est quoi? C'est de retenir les urines. Et comme ils ne retiennent plus les urines, ils font une libération, en tout cas il n'y a plus d'absorption, du coup il y a une polyurie. La cause obstructive, c'est pas la plus fréquente, c'est la nécrose tubulaire aiguë avec 60% des étiologies, et donc le risque, je vous les ai évoqués. Concernant l'intoxication au lithium, nouvelle question. A. Ce traitement est utilisé en cas de troubles dépressifs. B. Une intoxication aiguë sur chronique est moins grave. C. Le pic plasmatique est de 1 à 2 heures et la demi-vie est comprise entre 12 à 24 heures. Proposition D. L'insuffisance rénale liée à l'intoxication est toujours oligo-anurique. E. La dialyse est indiquée si la lithémie est supérieure à 5 mmol par litre. Vous pouvez faire pause et j'avance. Alors, ce traitement n'est pas utilisé en cas de trouble dépressif, il est utilisé en cas de trouble bipolaire. Une intoxication aiguë sur chronique, c'est plus grave qu'une intoxication aiguë. Le pic plasmatique, effectivement, est bien compris entre 1 à 2 heures et la demi-vie est comprise entre 12 à 24 heures. L'insuffisance rénale peut être oligo-anurique, mais aussi avec une polyurie, puisque ça peut donner un diabète insipide, néphrogénique. La dialyse est effectivement indiquée si la lithémie est supérieure à 5. Je vous réfère pour les explications à la vidéo alors suivant le moment où vous regardez cette vidéo, soit le topo sur l'intoxication au lithium sera fait ou sera fait. Voilà, comme ça je vous le dis. Et la dialyse peut être aussi indiquée dès 4 mmol par litre ou voire en dessous, ça dépend. Les experts n'ont pas tranché définitivement la question. Concernant les néphrotoxiques, on est à l'avant-dernière question. J'espère que vous tenez bon. Alors, la metformine se dialyse si le lactate dosé est supérieur à 5 mmol par litre. Le méthanol se dialyse en cas d'atteinte ophtalmologique. L'éthylène glycol se dialyse en cas de pH inférieur à 7,25. Les aminosides donnent des précipitations tubulaires pour la proposition D. Et enfin la dernière proposition E, l'aciclovir donne une toxicité tubulaire directe. Je vous laisse faire pause pour cette question qui est un petit peu délicate et je vais vous donner les réponses. Alors, pour la metformine, ça se dialyse, oui, si lactate supérieur à 20 ou pH inférieur à 7,30 ou en cas de choc. Et la prise chronique est plus grave que la prise aiguë, s'il n'y a pas de traitement chronique. Alors, pour le méthanol, oui, ça se dialyse en cas d'atteinte ophtalmologique. Donc le méthanol, oui, et ça se dialyse aussi s'il y a un pH inférieur à 7,15 ou en cas d'échec du fomépizole. Pour l'éthylène glycol, ça se dialyse en cas de pH inférieur à 7,25, effectivement, et en cas d'insuffisance rénale. Les aminosides ne donnent pas de précipitation, mais donnent une toxicité tubulaire directe, et c'est l'aciclovir qui précipite. Je vous mets encore en référence cette vidéo sur les acidoses métaboliques, puisque elle est complète, et j'ai déjà fait la vidéo dessus. Et enfin, dernière question, tenez bon, quelles sont les propositions vraies? A. La cocaïne est dépresseur respiratoire. B. Une douleur abdominale suite à la prise de cocaïne peut être une dissection aortique. B. La cocaïne est plus stimulante que les amphétamines. D. Psychostimulante, ça sous-entend aussi psychostimulante dans la proposition C. D. Les amphétamines comme la cocaïne peuvent donner une insuffisance hépatique aiguë. Et enfin, E. Les amphétamines comme la cocaïne donnent un syndrome cholinergique. Je vous laisse faire pause et les réponses arrivent. Alors la cocaïne, c'est pas dépresseur respiratoire, ça fait plutôt une polypnée. Ce qui est dépresseur respiratoire, ce sont les opioïdes. La douleur abdominale suite à la prise de cocaïne, ça peut être une dissection aortique puisqu'en fait la cocaïne peut provoquer
des troubles vasculaires et des troubles au niveau de l'endothélium. Donc ça donne des infarctus, ça peut donner des embolies, qu'elles soient artérielles ou veineuses, et ça peut donner des dissections. De tous les vaisseaux d'ailleurs, hein, pas que de l'aorte. La cocaïne, c'est moins stimulant que les amphétamines, hein, c'est très stimulant. Les amphétamines, ça l'est plus que la cocaïne. Les amphétamines comme la cocaïne, effectivement, ça peut donner une insuffisance hépatique aiguë, alors de plein de moyens, hein, ça peut donner une atteinte vasculaire des vaisseaux hépatiques, ça peut aussi donner une atteinte par CIVD. Bref, il y a le choix, mais l'insuffisance hépatique, c'est une complication de ces deux toxiques. Et enfin, les amphétamines comme la cocaïne, ça ne donne pas de syndrome cholinergique, ça donne un syndrome sérotoninergique. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche des notifications aussi. Mettez un pouce bleu, c'est encourageant. Partagez la vidéo, bien sûr. Merci encore, puisque vous êtes de plus en plus nombreux, je le répète. Donc ça fait plaisir, vraiment. Et on arrive donc à la fin. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.